Eh bien, merci à vous tous et toutes d'être venus aujourd'hui. Je vois qu'il y a tout de même pas mal de nouvelles têtes. Ça fait toujours plaisir. Les anciennes aussi, rassurez-vous, hein, pour les anciens. Donc, je pense que vous connaissez le sujet d'aujourd'hui. La démocratie pourrit tout, détruit tout. Les conséquences. Alors, on pourrait commencer par se poser la question, qu'est-ce que la démocratie ? Eh bien, ce n'est pas évident d'y répondre parce qu'on peut au moins définir 3 types de démocratie dans le temps. La première en date fut la démocratie athénienne, j'en ai parlé dans une des dernières conférences, donc je ne vais pas m'y attarder. Je rappellerai simplement qu'elle était basée sur, bien entendu, le vote populaire, mais restreint uniquement aux citoyens d'Athènes, pas aux étrangers, pas aux métèques, météoikos en grec, qui voulait dire donc étrangers. Or, même s'il était restreinte à un nombre restreint de citoyens, de mêmes origines, à la taille d'une cité, le fondement même du principe démocratique, le vote du citoyen, faisait que ça ne pouvait pas être un pouvoir stable. D'où les déboires d'Athènes par rapport à ses voisins, Sparte, la Macédoine, Troie, qui eux avaient tout de même la plupart du temps des gouvernements forts, et c'est ce qui faisait la différence en général lors des affrontements. Donc, même quand on prend comme référence la démocratie athénienne, ce n'est pas une recommandation, puisque le principe même démocratique est un principe destructeur, qui empêche toute unité nationale. La seconde forme de démocratie, si l'on veut, fut le système corporatif. Et là, c'était totalement différent, parce qu'elle était basée sur l'organisation des corps des métiers qui réglait en interne les problèmes ou les litiges de chaque métier en fonction des intérêts communs. Et j'en parlerai un petit peu plus tard, justement, sur la différence de conception entre ce système électoral au travers des corporations et des corps intermédiaires par rapport à la troisième forme de démocratie, celle sur laquelle nous vivons aujourd'hui. Disons que les corporations étaient une sorte de démocratie directe, une démocratie organique, parce qu'elle était basée justement sur les organes de production et les acteurs directs de ces organes de production. La troisième forme de démocratie allait naître avec la Révolution dite française, et sa justification allait être la démocratie athénienne magnifiée pour faire passer le nouveau message, en dépit des défauts et des échecs historiques que l'on devait pourtant déjà connaître à l'époque. Et cette nouvelle démocratie, issue des principes de 1789, des Lumières, ou soi-disant telles, se basait désormais non plus sur les réalités du travail et des besoins des citoyens, mais sur des conceptions abstraites, issues des philosophies des Lumières, dans leur volonté de créer un homme nouveau, universel. Donc ce n'était plus une démocratie organique, mais une démocratie utopique, une démocratie inorganique, parce que rejetant la réalité et l'expérience de l'histoire. Et on en trouve l'aveu dans ce texte fameux
qui devrait être tout de même connu, de l'abbé Sieyès, ou ex-abbé Sieyès, prêtre défroqué, qui disait « Du passé, faisons table rase ». Donc plus d'expérience de l'histoire, on imagine une société nouvelle, et que cela plaise ou non, il faut que l'être humain se plie à leur élucubration intellectuelle. Et tel allait être le fondement de ce qui allait devenir la dictature occulte des lobbies, au travers de la pseudo-souveraineté des citoyens, par son soi-disant bulletin de vote, au nom de sa souveraineté. Or, le vice et l'art de ceux qui ont inventé ce système était de faire croire à cette souveraineté du citoyen, mais qui était détournée par les médias dits d'information qui naissaient avec la Révolution, qui allaient façonner l'opinion du citoyen. Et en fait, le vote du citoyen, qui désormais ne reposait plus sur la réalité de ce qu'il vivait en fonction de sa propre production, et de ce qu'il vivait dans le milieu social dans lequel il était, ne pouvait plus reposer désormais que sur l'interprétation que les moyens médiatiques allaient lui donner. Il était donc, dès le départ, en voie de formatage. C'est donc un détournement occulte de la volonté populaire qui était formatée, qui était programmée. Et alors, bon, j'en ai déjà parlé, mais il faut toujours marteler les choses. Quelle meilleure démonstration que la démocratie agit contre les intérêts du peuple que le fait que l'un des premiers soins de la Révolution triomphante ait été d'abolir les corporations et les corps intermédiaires pour ne les remplacer par rien, avec comme aggravante le fait d'interdire toute structure nouvelle, éventuelle, de défense du monde du travail. Ça voulait dire quoi? Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, c'était livrer le monde du travail, sans défense, à l'agiotage capitaliste qui commençait. Il se voyait ainsi livré sans défense aux appétits du capitalisme naissant, qui, avec Philippe Égalité, Necker, la finance juive et protestante, avait commencé par appauvrir la France en retenant les denrées alimentaires pour faire monter les prix et pouvoir en rejeter la responsabilité sur la monarchie. Donc, dès le début, cette démocratie est révolutionnaire et commence par affaiblir le peuple pour faire porter le chapeau à la monarchie. Et les conséquences ne se firent pas attendre. Et là encore, c'est un texte que je cite régulièrement parce qu'il est tout de même fondamental par son analyse. C'est le texte d'André Soboul dans son Histoire de la Révolution française, qui disait ceci, qui constatait ceci: les ouvriers payés en papier, c'était les assignats, qui remplaçaient la monnaie or, virent leur pouvoir d'achat baisser. Les classes populaires sombrent dans le désespoir, hommes et femmes tombent d'inanition dans les rues, la mortalité augmente, les suicides se multiplient. Vous ne trouvez pas qu'il y a une petite concordance avec ce que nous vivons aujourd'hui ? Et René Sedillot, historien moderne lui aussi, dans son remarquable ouvrage « Le coût de la Révolution française », disait ceci: « La Révolution faite au nom de l'égalité a enrichi les riches et appauvri les pauvres. » N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui ? Donc cela n'a pas changé depuis lors et ne fait que s'aggraver
au profit des mêmes intérêts capitalistes cosmopolites. On en aura un exemple supplémentaire à l'époque moderne par la loi dite Rothschild de 1973, édictée par Giscard d'Estaing, Premier ministre de Georges Pompidou, ancien membre de la banque Rothschild. Elle interdisait que l'État français emprunte désormais directement à la Banque de France sans intérêt et qu'elle ne pouvait donc se tourner que vers des banques privées. Pas besoin de vous faire un petit dessin, la banque Rothschild, évidemment, faisait partie de ces banques privées. D'où le creusement abyssal et progressif de notre dette. Donc, pendant près de 100 ans, le monde du travail allait se trouver livré sans défense aux appétits de la nouvelle classe dirigeante, c'est-à-dire la bourgeoisie d'affaires et la haute finance cosmopolite qui émergeait avec l'entrée dans la société française du monde juif, qui était en fait le véritable bénéficiaire de la Révolution dite française. Et cela donc grâce à la Révolution française, dite française, et à Napoléon. Et je livre ceci à tous les adilateurs que l'on trouve encore dans nos milieux, fanatiques de Napoléon, sans savoir de quoi ils parlent. Léon de Poncin, dans son étude « La franc-maçonnerie d'après ses documents secrets », expose ce fait, très important à connaître. Je l'ai déjà cité, je le recite parce qu'il est très significatif. Voilà ce que disait Léon de Poncin. Adrien Duport, c'était un constitutionnel de l'époque, fit adopter par la constituante l'émancipation des Juifs. Pourtant, ce ne fut pas chose facile, car avant d'obtenir ce résultat, il revint 14 fois à la charge. 14 fois à la charge. Curieux, parce que pourtant, on devrait se dire, mon Dieu, tous ces représentants à la Constituante devaient tout de même savoir ce qu'il y avait derrière la Révolution. Ils en étaient partie prenante. Eh bien non, ils avaient encore un réflexe de défense face à l'entrée du monde juif dans la société française. Donc 14 fois. Et ce ne fut qu'à la veille de la clôture de l'Assemblée que la loi fut votée lorsque Regaud de Saint-Jean d'Angélis eut dit « Je demande que l'on rappelle à l'ordre tous ceux qui parleront contre cette proposition, car c'est la Constitution elle-même qu'ils combattront. » Ça veut dire quoi? Que combattre l'entrée de la communauté juive dans la communauté nationale française, c'était combattre la Révolution. Quel meilleur aveu de ceux qui étaient derrière. Et je voudrais vous citer ici ce texte d'Israël Magazine dans ce numéro de novembre 2004 qui se réjouissait. C'est la Révolution française qui accorde une nationalité de droit aux Juifs, mais ce sont les décrets de 1808 de Napoléon qui organisent le judaïsme et qui ancrent les citoyens juifs dans la vie de la cité. En Italie, c'est Napoléon qui supprime les ghettos. Au Portugal, il laisse ouvrir les synagogues fermées depuis 300 ans. En Allemagne, il les libère de toute contrainte. Vous comprenez, peut-être mieux maintenant, pourquoi il était nécessaire pour ceux qui avaient été les instigateurs de la Révolution
de supprimer les corporations dont la structure même empêchait le développement de leurs agiotages et magouilles financières. Et bien entendu, ce que je signalais tout à l'heure, de toute reconstitution de structures de défense du monde du travail. Et c'est devant ces abus du capitalisme apatride et antisocial naissant, faits au monde du travail sans défense légale, que les Proudhon, les Sorel et Toussonnel, au XIXe siècle, allaient s'orienter vers un syndicalisme national quelque peu antisémite en réaction. Et ceux qui ont lu mon livre « Le nationalisme français » connaissent la formule par laquelle je résume ce problème. Sans justice sociale, pas de solidarité nationale. Sans solidarité nationale, pas de cohésion nationale. Et sans cohésion nationale, pas de nation forte. Vous voyez comment tout se lie. Dans la mesure où ce monde juif détruit les structures de cohésion nationale, c'est toute la démarche du mondialisme que nous vivons aujourd'hui. La destruction en désolidarisant. Et il en découle, bien entendu, que le nationalisme ne peut être que social. On peut dire d'ailleurs que cet aspect du nationalisme aura été une des causes de la déclaration de la guerre des démocraties à l'Allemagne nationale-socialiste, mais pas simplement à l'Allemagne nationale-socialiste, le Troisième Reich, mais à tous les pouvoirs nationalistes qui étaient déjà installés en Europe. Que ce soit au Portugal, le premier d'entre eux, que ce soit l'Italie de Mussolini, que ce soit l'Espagne de Franco, que ce soit ensuite le Troisième Reich, et jusqu'à l'État français du maréchal Pétain. C'est ça qu'il fallait briser, et ce fut la cause première, essentielle, de la Seconde Guerre mondiale. Alors pour en revenir à l'État corporatif, il faut bien voir que la différence fondamentale avec l'État libéral, démocratique, inorganique, issu de la Révolution, c'est qu'il est une représentation verticale de l'activité professionnelle qui fait que les différents échelons sont solidaires et non pas en antagonisme, en lutte des classes, comme avec la démocratie inorganique. Problème des syndicats actuels que nous voyons. Et il est très intéressant de voir, malgré cette pseudo-opposition affichée entre, disons, les patrons et le système libéral, d'un côté, et les syndicats marxistes, en fait, les uns et les autres ne font que représenter des intérêts sectoriels. Ni les uns ni les autres ne travaillent au bien commun. Or, cela ne peut être que le fait d'un État indépendant des différents lobbies qui agissent sur les différents intérêts pour les obliger à se mettre d'accord. Donc, ceux qui sont pour ces égoïsmes sectoriels ne souhaitent qu'une seule chose, c'est un régime libéral, la démocratie, contrairement au système nationaliste. Et c'est là tout le point de départ de l'alliance apparemment contre nature entre les grandes démocraties et le communisme au moment de la dernière guerre. En fait, c'était l'alliance de deux égoïsmes qui voyaient le risque de se voir dépossédés de leurs avantages sur le système social, au profit justement d'un système qui obligeait tout le monde à marcher au nom du bien commun.
Et que ce soit le libéralisme ou le communisme, l'un comme l'autre vise à l'isolement de l'individu, de toute communauté naturelle qui pourrait le défendre, comme de toute communauté de destin. C'est pour ça que la notion de nation est tellement combattue aujourd'hui. Au nom du mondialisme et au nom, rappelez-vous, de l'une des premières moutures du mondialisme qui était annoncée dès la Révolution française, dite française, sous le nom de la République universelle. Donc il n'y a rien de nouveau, il y a une continuité dans le temps d'une utopie dont nous vivons se poursuivre l'évolution et les destructions. Il y a un texte que je cite aussi fréquemment, là encore par sa signification, c'est celui de l'ancien patron du patronat français, Jean Gandois, qui remarquait très justement et très honnêtement ceci. Le travail et le capital national ne sont plus au service de la nation et des siens. Mais c'est l'essence même de la démocratie inorganique. Elle ne travaille pas pour la nation et pour les citoyens, elle travaille pour des intérêts égoïstes de catégorie. Et on voyait d'ailleurs, c'est ça qui a de fascinant, c'est quand on voit que toutes les révolutions nationalistes de la première moitié du XXe siècle ont toutes repris le système corporatif pour essayer de régler les problèmes qui avaient été créés par la démocratie, par le système libéral, toutes reprennent le système corporatif. C'est pas par hasard. C'est que face aux problèmes engendrés par cette démocratie libérale et son allié marxiste occasionnel, ils avaient constaté que le seul système qui pouvait permettre de remettre de l'ordre dans les finances et tout de même de participer à l'intérêt du citoyen était le système corporatif. Et le maréchal Pétain avait une très bonne formule quand il disait qu'il fallait que ce soit l'aristocratie de l'intelligence et le mérite du travail qui prévalent. Donc une pierre dans le jardin d'une certaine aristocratie qui aujourd'hui, comme vous voyez dans les différentes actualités, que ce soit dans le monde civil ou dans l'armée, vous le verrez dans mon prochain livre, l'armée française face à la destruction de la nation, se prostitue aux ordres de la République. Vous avez certainement un certain nombre de noms d'aristocrates français que l'on retrouve dans les allées du pouvoir, que ce soit civil ou militaire. Là encore, une citation qu'il faut tout de même bien connaître, parce que là encore, elle décrit très bien la situation et le remède surtout. Ce que Maurras disait, dans toute tentative de régler la question sociale, l'abolition de la démocratie s'impose comme les précautions d'asepsie dans le traitement des plaies. Comparer la démocratie à une plaie, je trouve ça remarquable comme image. Et puis, il y a la fameuse description de José Antonio Primo de Rivera, qui fut le grand doctrinaire de la révolution nationaliste espagnole, qui était à la tête de la Phalange. Et là encore, c'est une citation que je trouve fondamentale, qu'il faudrait presque avoir dans son carnet, dans sa poche, pour en discuter quand vous êtes avec les uns ou les autres, parce qu'il cerne parfaitement le problème. Les partis doivent disparaître, disait-il. Personne n'est jamais né d'un parti politique. Par contre, nous sommes nés membres d'une famille, nous sommes voisins dans une municipalité, nous peinons dans l'exercice d'un travail. Or, si ce sont là nos unités naturelles,
Si la famille, la municipalité et la corporation sont les cadres dans lesquels nous vivons, pourquoi aurions-nous besoin de l'instrument intermédiaire et pernicieux des partis qui, pour nous unir en des groupements artificiels, commencent par nous désunir dans nos réalités authentiques? Tout est là. C'est remarquablement dit, et je livre cela à votre réflexion. Ce sont des munitions à avoir toujours dans sa poche. Alors, si cette démocratie inorganique issue des sophismes de 1789 détruit fatalement par sa nature toutes les structures naturelles de la nation au travail, elle a aussi un autre aspect destructeur, celui de la morale commune basée sur l'ordre naturel sur lequel repose la vie en société. Dans mon étude « Évolution de la société ou complot contre la société » que vous avez là, je rappelais, entre autres choses, cette déclaration de Simone Veil, ministre de la Santé du gouvernement Chirac, sous la présidence de M. Giscard d'Estaing. C'était dans le Times de Londres le 3 mars 1975. J'en regrette beaucoup, là encore, c'est une citation que j'ai déjà donnée, que je redonnerai certainement encore, parce qu'elle est fondamentale à connaître. Voilà ce qu'elle disait. En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. Pesez bien ça, analysez bien ça, ce que cela veut dire. Par le biais d'une loi légalisant l'avortement, vous changerez de façon fondamentale la position elle-même de la femme et de l'enfant dans la société. Et c'est ce que nous avons vu évoluer tout au cours de ces années. Et ça a commencé avec qui? Pas avec les socialistes. Ça a commencé avec les libéraux, Giscard d'Estaing. Alors, ne trouvez pas que c'est une curieuse spontanéité démocratique de l'évolution de la société, ça? Que de la faire évoluer à coups de lois qui vont induire cette évolution voulue et préparée de longue date en loge, comme s'en vantait le docteur Pierre-Henri Simon. Vous avez tout ça dans mon étude, avec bien d'autres choses. Donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Nous ne faisons que vivre les conséquences de ces faux principes appliqués de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Donc nous ne sommes nullement devant une évolution des mœurs spontanée de la société, mais induite par des lois et des décrets qui l'imposent, qui la font évoluer. Or, cela n'a rien de nouveau. Quand on connaît un tant soit peu les prémices de la Révolution dite française, on sait très bien qu'il y a eu toute une littérature perverse qui a commencé à déverser sur la société. Les ouvrages de Restif de la Bretonne ou autres Marquis de Sade, le divin marquis. Et tout ça, ça a façonné une certaine société qui a amené à la décadence de cette société monarchique finissante du XVIIIe siècle. Et dans la philosophie, dans le boudoir du Marquis de Sade, qui énumérait toutes les formes de perversion, dans son livre Justine ou les malheurs de la vertu, il disait ceci. La nature n'a créé les hommes
que pour qu'ils s'amusent de tout sur terre. Tant pis pour les victimes. Il en faut, car c'est avant tout dans la recherche de la jouissance, jusque dans la douleur imposée à l'autre. Mais ce sont ça les valeurs de la République, dont je parlais dans une de mes dernières conférences. Et tel était l'individu qui sera libéré un certain 14 juillet de la Bastille, 14 juillet qui est devenu la fête dite nationale de la République. Telles sont les valeurs de la République. Athéisme, satanisme, perversion sexuelle sont les trois vecteurs, 3 points si vous voulez, qui vont pousser à la destruction de la société chrétienne, sous prétexte de liberté, bien sûr, de création artistique, bien sûr, de tolérance, oui, de droit à la différence, comme on dit aujourd'hui. Droit à la différence qui n'est qu'à sens unique. Les symboles chrétiens sont moqués, le blasphème règne partout, les cimetières et les églises sont vandalisés dans l'indifférence complice des pouvoirs publics, et je dirais même du haut clergé. Comme le démontre la déclaration de Nicolas Sarkozy lors de ses vœux aux autorités religieuses le 26 janvier 2012, devant un Monseigneur 23 resté muet. Nicolas Sarkozy établissait une hiérarchie dans la profanation des lieux de culte. Les profanations envers les symboles chrétiens ne sont que l'œuvre d'imbéciles satanistes. Mais les agressions de cimetières juifs ou musulmans sont des actes antisémites, racistes et donc inacceptables. Ce qui fait que ils doivent être attrapés et châtiés. Donc, pour ce qui arrive aux catholiques, c'est un détail. Donc voilà la véritable hiérarchie des valeurs de la République. Et donc on en arrive aujourd'hui à l'aboutissement logique de ces faux principes issus de 1789. Ce qu'il y a de pénible dans nos milieux, ou soi-disant tels, parce qu'ils le sont de moins en moins en tout cas par rapport à ce que nous défendons, c'est de voir à quel point ils ne veulent pas voir ou ils nient le complot en cours. Il n'y a pas de complot. Le nombre de gens dans nos milieux qui vous disent il n'y a pas de complot, Jean Sévilla et compagnie, je ne vais pas tous les énumérer, ce serait encore une redite. Mais c'est tout de même extraordinaire devant ce développement continu que l'on voit se faire de génération en génération du complot, jusqu'à aujourd'hui. Et dernièrement, rappelez-vous ce que Vincent Péon, représentant de la haute juiverie alsacienne, disait dans son livre « La Révolution française n'est pas terminée ». Mais ô combien a-t-il raison, cet homme? Effectivement, il la continue, lui et les siens. Donc, Vincent Péon, ministre de l'Éducation dite nationale de son coreligionnaire Manuel Valls, qui disait ceci. Je rappelle encore une fois, parce que ce sont des citations qu'il faut connaître. La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps. C'est un commencement absolu. C'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français.
Est-ce que vous mesurez ce que cela veut dire? Expiation du peuple français, de son point de vue. C'est la condamnation, par lui et les siens, de notre héritage qui découle du baptême de Clovis. Point à la ligne. C'est ça qui est en vue, c'est ça qu'ils veulent détruire. Et je vais faire une petite parenthèse là, du fait de l'actualité, quand on entend un certain Nicolas Sarkozy vous parler des Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois. Alors, d'abord, il ne manque pas de toupet, parce que je ne vois pas par quel bout il peut trouver des ancêtres gaulois chez lui. Je dirais plutôt séfarade, par sa mère. J'ai reçu tout dernièrement un message disant contre Sarkozy, c'était très bien, mais enfin une petite erreur, il disait Sarkozy, 25% de juifs, 100% de menteurs. Mais je regrette beaucoup, c'est 50% de juifs, parce que sa mère était juive. Fille de mère, père et mère juive, donc 50%. Donc, je m'excuse du petit détour, mais j'avoue que ça me démangeait un petit peu de remettre la chose au point. Revenons donc à ce cher Péon. 1789, l'année sans pareille, est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. À ça, ils aiment parler d'homme nouveau. La Révolution est un événement métahistorique, c'est-à-dire un événement religieux. La Révolution implique l'oubli total de ce qui précède la Révolution. Et donc, l'école a un rôle fondamental puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. C'est pas beau, ça? Vous n'êtes pas convaincu? C'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de loi. Table de loi? Eh oui, celle du Talmud kabbaliste qui est à l'origine de tout cela. Et tant qu'on n'aura pas décortiqué et compris le rôle de cela, on ne comprendra pas rien aux évolutions de la société. Ainsi, pour Vincent Péon, la religion catholique doit disparaître, car, déclare-t-il, je cite, « On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique, ni avec le protestantisme que l'on ne sait pas acclimater. » Alors, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris de ce coup de patte au protestantisme, parce que tout de même, on peut dire que les protestants ont fait un bon bout de chemin avec la Révolution. Enfin, c'est comme ça, même les protestants ne sont pas admis dans le cénacle. Alors, curieusement, ils dénoncent le catholicisme, ils dénoncent le protestantisme, mais ils ne dénoncent pas l'islam. Curieux, pourquoi? Parce que pour le moment, l'islam est trop utile au monde judéo-maçonnique pour nous détruire, pour qu'ils y touchent. Mais on peut garantir au monde musulman que s'ils arrivaient à jouer ce rôle de destruction, comme l'a été le communisme à un certain moment, cela viendra aussi pour l'islam et les pays musulmans. Ils seront les derniers à passer à la sauce. Alors je voudrais rappeler quand même, pour cerner le profil de Vincent Péon, qu'il est le fils de Gilles Péon, banquier et communiste notoire, directeur de la Banque commerciale pour l'Europe du Nord, l'Eurobank, qui fut la première banque soviétique du RSS qui finançait le Parti communiste français. Son grand-père maternel était le fils aîné du rabbin Félix Blum, et son oncle maternel n'est autre qu'Étienne Émile Beaulieu, alias Blum, inventeur de la pilule abortive
le Rue 486, connu pour ses effets hémorragiques. Et c'est curieux, dès qu'on commence à décortiquer tous ces faits de société, que l'on voit qui est à la racine de ces faits de société et des évolutions que cela a engendré, on retrouve les mêmes. Ils sont des destructeurs sur tous les plans, politiques, moraux et même physiques. Il faut encore rappeler ce qu'il disait au journal du dimanche le 9 décembre 2012, répondant à la journaliste Adeline Fleury. Pour donner la liberté du choix, c'est fou ce qu'ils aiment parler de liberté alors que ce que l'on constate, c'est qu'ils réduisent nos libertés. Pour redonner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel, pour après qu'il puisse faire ses choix. Vous voyez le sophisme ? La liberté. Pour être libre, il faut déjà commencer par conditionner l'enfant pour qu'il ne soit plus libre. Et Christiane Taubira, notre Madone de la République, dans sa déclaration du 3 février 2013 à l'Assemblée nationale. Il faut arracher les enfants au déterminisme de la religion et de la famille. Ainsi, plus d'imprégnation familiale ni religieuse, sauf celle de la nouvelle religion judéo-laïque, qui n'enseigne aux jeunes esprits que le néant, et surtout l'inversion de l'ordre naturel, ce que nous vivons aujourd'hui. Et je regrette beaucoup, encore une fois, ce ne sont pas les socialistes qui ont commencé dans cette voie, c'est M. Sarkozy. Rappelez-vous, à la rentrée 2010, c'était quoi le programme pour nos chères petites blondes? L'enseignement à la compréhension de l'homosexualité. Et la rentrée 2011, c'était quoi? La théorie du genre. Ce ne sont pas les socialistes. C'est ce bon monsieur Sarkozy, élu des bien-pensants, pour qui la fraternité Saint-Pédis et la fraternité Saint-Pierre, organisation traditionnaliste, paraît-il, ont fait voter. On fait voter. Et ainsi, de l'anéantissement des repères, y compris sexuels, avec la théorie du genre imposée par Sarkozy, et de l'espérance chrétienne. On aboutit à la fuite devant la réalité devenue incompréhensible, insupportable, dans les paradis de la drogue, paradis artificiels, et le suicide, qui touche de plus en plus de jeunes. Voilà ce qui découle des principes de 1789, de génération en génération. Et quant à ceux qui n'acceptent pas cette décérébration, ce néant, et qui croient qu'en manifestant, ils vont arriver à faire pression sur le pouvoir, ils se trouvent pourchassés par les forces de l'ordre de la République, jetés en prison, traînés sur les pavés de Paris. Rappelez-vous les manifestations monstres de la Manif pour tous, etc.
là, M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, savait faire régner l'ordre républicain. Mais quand ce sont les casseurs de la nuit pour tous ou un truc dans ce goût-là, alors là, d'une mansuétude vraiment très intéressante. Les valeurs de la République. Encore une excellente démonstration. Et en fait, avec ce comportement, on comprend très bien cette fameuse déclaration de Robespierre à un moment donné, quand il déclarait « Le gouvernement de la République, c'est le despotisme de la liberté contre celui de la tyrannie. » Vous pouvez m'expliquer la différence? Et voilà, mais c'est incroyable, voilà les grands hommes de la République, qui ne savent qu'aligner des sophismes, absolument contraires à la réalité de la nature humaine. Et là, on touche par cette formule à l'escroquerie même de la démocratie inorganique, qui rend le citoyen libre par ses choix, soi-disant avec le bulletin de vote. Mais le bulletin de vote qui est automatiquement stérilisé parce que le citoyen a été préalablement endoctriné, formaté par les moyens d'information qui sont tenus. Je n'ai pas besoin de vous faire un petit dessin. Ça, c'est une notion qu'il faut bien avoir présente à l'esprit pour pouvoir la transmettre et essayer d'ouvrir les yeux autour de vous. Car en fait, par le vote inorganique que la Révolution dite française a donné aux citoyens, je me répète, le citoyen est soumis à l'interprétation des faits donnés par les médias, journaux, télévision, ce que vous voudrez, les livres, la même chose. Alors, qui tient les moyens d'information? Qui a l'argent pour tenir les moyens d'information? Prenez par exemple cette unanimité, par exemple, aujourd'hui, par rapport aux événements en Syrie. Vous prenez des journaux de gauche ou dits de droite libéraux, c'est exactement la même version, le méchant Bachar el-Assad, la méchante Russie, les bons Américains qui font tout pour établir la paix, avec les bons opposants de l'opposition modérée, bien entendu, qui créent l'État islamique et qui prétendent en même temps bombarder l'État islamique. Mais curieusement, ils se trompent de cible, ils bombardent les troupes syriennes en pleine trêve. Mais ça, on ne parle plus de ça. Le massacre du bombardement américain d'Deir ez-Zor d'il y a 15 jours, 3 semaines, plus personne n'en parle. C'était une rupture unilatérale de la traite par les Américains. Or, tout cela est occulté dans les médias et c'est cela que les Français avalent tous les jours. Alors où est leur liberté de décision? Où est leur liberté par leur vote? Et s'il devait y avoir une leçon retirée, une des leçons à tirer de cette conférence, et je vous prie de le transmettre, apprenez autour de vous, à vos amis, à vos relations, à vos collaborateurs dans le travail, à douter de l'information. Faites-en des incroyants. Qu'ils cessent de croire aux bobards qu'on leur dit du matin jusqu'au soir, de leur naissance jusqu'à leur mort. Je voudrais revenir aussi, parce qu'en fait l'histoire de cette république, de la démocratie inorganique, c'est une succession de sophismes. Et
Ça commence avec des gens honorablement connus, tels Montesquieu, qui, dans l'esprit des lois, vous déclarez ceci froidement. Le peuple dans la démocratie est à certains égards monarque et à certains sujets, par ses suffrages qui sont ses volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Ou bien il ne se rend pas compte de la réalité de ce qu'il dit, ou bien c'est un complice du mensonge démocratique. Parce qu'on ne peut pas être souverain et sujet en même temps, c'est pas possible. Exemple. Quand par miracle, le peuple français refuse la Constitution européenne, que fait un Nicolas Sarkozy, défenseur des valeurs de la République, de la volonté populaire? Eh bien, il contourne cette volonté populaire en faisant passer la même chose sous le nom de traité de Lisbonne, voté non plus par référendum, ah non, parce que le peuple est suspect quand même. Il lui arrive de comprendre ce qu'on veut lui faire. Mais on fait passer ça par les représentants de la volonté populaire, ses élus, les députés. Vous trouvez pas ça beau quand même? Mais quelle démonstration! Et alors, je voudrais vous citer un texte du philosophe juif allemand Günther Anders, alias Stern, dans son livre Die Antiquerheit des Menschen, ça date de 1956, qui définit bien comment la démocratie, prétendument gouvernement du peuple par le peuple, s'y prend pour tenir les peuples. Écoutez bien. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de façon violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif, si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idée serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de façon drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Mais c'est exactement ce que l'on voit avec les modèles d'éducation que nous avons aujourd'hui. Je continue. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité. Et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. On occupera le public avec ce qui est futile et ludique. Il est bon dans un bavardage et une musique incessante d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains, comme tranquillisant social. Il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que par la seule peur qu'il faut entretenir d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur.
L'homme de masse ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, un veau. De Gaulle. Un veau. Et il doit être surveillé comme l'est un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui risquerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit être d'abord désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. Fin de la citation. Cela ne vous rappelle rien ? Ceux qui étaient là à ma conférence sur les protocoles des sages de Sion, vous ne trouvez pas que c'est un remarquable résumé des protocoles des sages de Sion, un faux célèbre bientôt, bien sûr, vous dira-t-on même dans nos milieux entre guillemets. C'est remarquable comme précision et comme résumé. Pas la peine de se farcir, et je ne sais pas combien de pages des différentes éditions des protocoles, tout est là. Tout est là, et correspond tellement bien à ce que nous vivons dans nos programmes dans l'école, dans ce qui est fait dans la société, que c'est la preuve absolue du complot. Mais il n'y a pas de complot, bien entendu. Et ce que ce texte m'a évoqué, c'est ce que j'ai déjà raconté comme anecdote il y a un certain temps. Je vais la redire parce qu'elle est extraordinaire. L'anecdote de la grenouille. Vous vous rappelez ? Ceux qui étaient là, en tout cas. Je trouve que ce texte que je viens de vous citer, vraiment, c'est exactement ce qui peut arriver à une grenouille que l'on place dans une casserole remplie d'eau froide. On la met à chauffer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. La petite grenouille s'endort et meurt sans se réveiller. C'est ce qui est décrit dans le texte, c'est ce qui était décrit dans les protocoles de façon beaucoup plus brutale. Mais là, le texte que je vous ai cité est exactement ça. Quand il dit, au début, pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de façon violente, c'est ça. Ben, imaginez qu'on ait jeté la grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle aurait sauté. Donc la démocratie, c'est ça, l'endormissement. Et pour les plus anciens qui venaient ici, rappelez-vous, pourquoi ai-je fait voter Hollande contre Sarkozy ? Parce qu'avec Sarkozy, c'était l'histoire de la grenouille dans la casserole d'eau froide. Tous les bien-pensants auraient continué à avaler l'éducation sur l'homosexualité, la théorie du genre, sous l'égide de ce bon représentant de la droite libérale. Tandis qu'avec la gauche, il n'y aurait pas eu un manif pour tous avec Sarkozy. Ça n'aurait pas provoqué, il fallait un électrochoc. Et c'est ce que je voulais. Et rappelez-vous, la citation que je donnais tout à l'heure de Simone Veil. En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. C'est ce qui ressort de cette déclaration de ce brave monsieur Stern. Et telle est donc la spontanéité démocratique de l'évolution de la société. Elle n'est qu'induite, voulue, programmée de génération en génération pour en arriver à la destruction de la société, à l'atomisation des nations, parce que pour que puisse s'imposer la nation juive sur le monde, il faut que les nations disparaissent. C'est aussi simple que cela.
Une déclaration encore de quelqu'un que vous connaissez quelque peu, Monsieur George Soros, qui déclarait en 1997, au nom de l'Open Society, c'est-à-dire la société ouverte qu'il prône, que sa révolution, son intention était de combattre l'insensée politique anti-drogue. Donc voilà le but de ce grand financier, combattre la politique anti-drogue. Mais pourquoi ? Parce que la drogue est un des vecteurs d'abrutissement de la société, tout simplement. Ce sont des destructeurs. Et il disait qu'il mettrait, à l'époque, c'était 15 millions de dollars à la disposition de ceux qui s'opposent à la guerre à la drogue. Et ils vous le disent froidement. On ne peut pas dire qu'ils ne nous préviennent pas. Et ce qui est intéressant, c'était qu'il faisait part, à l'époque, de son obsession. Le danger de la montée du nationalisme dont la nocivité peut encore être accrue s'il se combine avec un discours religieux. C'est ça qui les dérange, le nationalisme et le religieux. Parce que ce n'est pas leur religion, et ce n'est pas leur nationalisme. Et dans son livre « Le défi de l'argent », édition Plomb, il disait ceci: « Je suis conscient que je porte une part de l'utopie juive dans ma façon de penser. Voilà pourquoi le concept de l'Union européenne me passionne tellement. » Tiens. Là, toutes les nations sont minoritaires. C'est là la raison qui fait que ce projet me tient à cœur. Voilà pourquoi ils tiennent tellement à la Constitution européenne. Et voilà pourquoi, si on veut reprendre notre marche nationale et redevenir indépendant, nous devons détruire la Constitution européenne, toutes les institutions européennes. Et alors, on en arrive à l'actualité. C'est curieux, les retournements de situation, c'est amusant. La réaction de François, comme disent nos bons modernistes d'aujourd'hui. La réaction de François, il y en a certains qui ont dû être déçus, qui brusquement se met à vociférer contre la théorie du genre. Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, pourtant on croyait qu'on pouvait compter sur lui. Et qui prend bien en tête cette théorie du genre. Alors, on peut le comprendre, il disait qu'il était nécessaire d'accueillir avec miséricorde les personnes homosexuelles et transsexuelles. Mais par contre, il accusait les manuels scolaires français de propager sournoisement l'endoctrinement de la théorie du genre. Catastrophe. Mais bon, là encore, je dis, mais je mets à la place de tous ces scribouillards de la grande presse qui pensaient pouvoir compter sur lui. Mais c'est un faux frère, le pape François. Qu'est-ce qui lui arrive ? Et tout ça parce qu'un père de famille française avait eu le haut le corps un jour qu'il discutait à table avec un de ses fils, et il lui dit « Tiens, fiston, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et le gosse lui répond « Je voudrais être une fille. » Imaginez la tête du père. Alors, visiblement, ce père de famille, outré, est allé en appeler au pape, à Rome. Belmacès se dit « Ça va pas. Et malgré toutes les imprudences, ambiguïtés et autres dont il a pu nous abreuver ces derniers temps, pour une fois, il était particulièrement clair. D'où le pétage de plomb de notre belle Belkacem, qui l'envoie promener en disant « c'est primaire, il n'a rien compris ». C'est magnifique. Donc vous voyez, la réalité rattrape toujours les gens à un moment donné. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer
il faut être prêt et surtout il faut travailler. Et il était tout de même allé encore plus en profondeur à propos de ces déclarations de ce père de famille, et il dénonçait que faire un enseignement dans les écoles sur cette ligne, donc de la théorie du genre, est une volonté de changer les mentalités. Rappelez-vous Simone Veil, sa déclaration, changer les mentalités par une loi, et de colonisation idéologique. Mais c'est exactement ça. Vous voyez la ligne directrice de ma conférence, du début jusqu'à la fin, c'est ça, démontrer qu'il y a une continuité dans cette volonté de manipulation de l'être humain, de destruction de l'être humain. Et alors, l'un des derniers avatars de cette volonté de pourrissement, le projet de l'ONU, de reconnaître, je cite, les droits sexuels à la sexualité procréative à partir de 10 ans. Ah bon? Vous avez une fille de 10 ans. Elle se fait engrosser. Qui va éduquer le gosse? Au nom de quel principe? Je ne dirais pas mettez-vous en situation pour essayer de comprendre, mais enfin tout de même c'est assez compréhensible. Pourrissement. Alors, cela n'a rien de nouveau parce qu'on en avait déjà parlé dans la politique numéro 148. C'était déjà une directive de l'Organisation mondiale de la santé du 20 octobre 2010. Donc vous voyez, c'est un projet qui n'est pas nouveau, mais qui revient progressivement. Toujours la même tactique, revenir progressivement pour habituer les mentalités. Qui tendait à promouvoir à l'école l'explication de la masturbation dès 3 ans, s'il vous plaît, dès 3 ans, et pour ceux de 8 ans, l'information sur l'homosexualité et la contraception. Et c'était déjà le sujet d'un guide de l'Organisation mondiale de la santé pour inciter les gouvernements européens, mais pourquoi pas les autres, européens, à diffuser l'idéologie du genre et autres aberrations sexuelles dès la petite enfance. Le guide de l'OMS était intitulé « Normes d'éducation sexuelle en Europe » et recommandait notamment, heureusement que vous êtes bien assis, l'exploration des organes génitaux dès le plus jeune âge, de parler de sujets sexuels dès 4 ans en vue d'explorer les relations de même sexe, et consolider la notion du genre, d'informer dès 9 ans des possibilités de se procurer des contraceptifs et de pratiquer un avortement. Avortement à 9 ans, ça vous dit quelque chose, ça? La destruction de l'enfant. De suggérer la pratique de l'homosexualité, de la bisexualité dans le cadre de l'éducation. Heureusement que vous êtes bien assis. Dans le cadre de l'éducation et de la santé. Ce qui veut dire que si vous voulez être sain, ben, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez vous masturber. Ah, vous serez bien. Épanoui. Non mais, on est entre les mains de malades sexuels. Or, qui est la directrice du Bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé? Une certaine dame, Susanna Jacob. Oh, comme c'est surprenant. Écoutez, c'est pas moi qui l'invente quand même. On trouve ça dans la presse, je l'ai pas inventé. C'est tout de même incroyable. Puis je voudrais aussi vous rappeler, chose que j'ai signalée aussi, mais là ça rentre tellement bien dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui, cette manifestation culturelle à Marseille, signalée avec l'annonce suivante,
la région PACA, la ville de Marseille, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, ainsi que l'Union européenne, sont heureux de vous faire part de leur soutien financier au collectif Le Dernier Cri, vomir des yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il s'agissait d'un collectif d'auteurs internationaux de dessins représentant des scènes de pédophilie, de pédopornographie, de zoophilie, et jusqu'au dessin d'un enfant se faisant sodomiser par un animal sur l'autel d'une église. Telle est la culture des valeurs de la République. Comme je comprends un certain Goebbels, qui disait « Quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver ». Parce que déjà, à l'époque, il constatait cette volonté de pourrissement de la société allemande. Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par hasard, mais par un ras-le-bol des Allemands devant ce qu'on lui faisait subir. J'en parle d'ailleurs, j'évoque le sujet dans mon livre sur l'armée. Il y a des petits détails ignorés qui sont intéressants à connaître. Vous voyez, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. Or, ce que je viens de vous citer de cette manifestation culturelle à Marseille, subventionnée entre autres par la Communauté européenne, c'était dans le quartier de la Belle de Mai, à Marseille, qui est un quartier populaire, culturel, où tout le monde circule. Rappelez-vous aussi l'œuvre de l'anglo-hindou Kapor, avec le vagin de la reine à Versailles, qui a été tagué, paraît-il, avec des slogans antisémites. Ah bon? Et notre belle, enfin, façon de parler, ça dépend des goûts, Fleur Pellerin, à l'époque ministre de la Culture, était indignée par ces tags, et elle se plaignait du retour à l'ordre moral du fait de ces tags. Bon. Je ne suis pas particulièrement partisan des tags, mais une bonne cartouche de dynamite, à mon avis, serait plus utile. Non ? Et d'ailleurs, cette brave Fleur Pellerin, cohérente avec elle-même, plaidait, c'était à l'époque, dans 20 minutes, comme quoi ces petits journaux, ça peut servir, 20 minutes, c'était le 8 septembre 2015, elle plaidait pour que les enfants mineurs puissent voir du porno. Ben bien sûr, au nom de la liberté. Et de la culture, bien sûr. La culture, ça commence par 3 lettres aussi. Hein. C'est la culture de... Bon, d'accord, vous me comprenez. Ce qu'elle n'a pas pu faire parce qu'elle a été remplacée par la juive marocaine Audrey Azoulay, qui, elle, l'a fait. Voilà. Destructeur, destructeur, pourrisseur, pourrisseur. Et je vous rappellerai le texte que j'ai cité tout à l'heure de cet écrivain juif Günther Anders alias Stern. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a pas mieux. C'est ce qu'ils font. Tout est là, tout est dit et redit. Ils le redisent, et je répète, c'est là en raccourci tout le contenu des protocoles des sages de Sion. Alors on peut dire que c'est un faux génial ou pas en tout cas, faux génial, certainement génial dans ce sens-là, parce que si ce qui est écrit dedans, confirmé par ce texte que je vous ai signé, c'est ce que nous vivons depuis que cela a été publié.
Et on ne peut pas nier cette réalité en disant qu'il n'y a pas de complot. Et quand vous entendez autour de vous des gens de nos milieux qui vous disent qu'il n'y a pas de complot, je vous demande de les interpeller et de les secouer un petit peu pour leur faire avouer soit que ce sont des gens qui ne connaissent pas le sujet dont ils parlent, soit qu'ils sont des complices. Donc, en résumé de cette conférence, ce que je voulais démontrer, c'est que depuis la Révolution dite française, tout est fait pour détruire les personnalités, détruire l'être humain, détruire le citoyen, comme les nations et comme les nations. Parce que ce n'est que là-dessus, sur ces destructions, que eux pourront bâtir leur empire mondial. Et notre rôle est d'expliquer sans relâche les causes de notre décadence programmée et voulue de génération en génération en utilisant tous les moyens. Tous les moyens. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. Monsieur Oui. Lassac, alors je viens de Montreuil-sur-Mer. Vous venez de Montreuil-sur-Mer. Oui. Et je vous ai envoyé un courrier sur la génitale du 8e jour, c'est-à-dire la circoncision. Oui, oui, je vois. Vous l'avez reçu Oui, j'ai reçu. de ce, Oui, je sais, de ce Ménaché. bon docteur de mer Oui, qui a parfaitement résumé la situation. j'en suis pas convaincu du tout. Je ne crois pas à la thèse. Je crois pas à la thèse. J'ai eu un dialogue avec Hervé Ryssen, qui ne le mentionne même pas dans sa psychanalyse du judaïsme, donc il m'a presque engueulé et dit « Ouais, moi je suis pas convaincu. » Ben, moi non plus. Oui, moi alors je vais vous dire, moi j'ai vécu 25 ans avec des juifs à Londres, sans le savoir, jusqu'au moment où j'ai commencé à poser des questions. Et là on m'a dit « Bon, t'es antisémite. » Je dis « Je comprends Parlez pas. plus fort parce que je ne pense pas qu'on vous entende là derrière. Vous m'entendez pas? Si, pas bien. Donc, cette question de la circoncision, enfin, mes enfants n'ont pas été circoncis, hein, mais j'étais entouré de juifs, et en fait, je me suis aperçu de cette... en fait, c'est le complexe du sauveur. Ils ont un sacré complexe. Hein. Mais exactement, mais c'était... Bon, je suis pas revenu là-dessus, mais le nombre de fois où je parle justement que le facteur premier de cette volonté de domination mondiale vient du fait qu'ils ont refusé le Messie et qu'ils s'instituent eux-mêmes le Messie, leur propre Messie, le Messie du monde. Tout est là. Oui, mais en fait, moi, je viens pas du tout du milieu catholique. Hein. Pour moi, c'est nouveau. En fait, je l'ai découvert à cause ou grâce à la Manif pour tous. Pour moi, je ne savais pas ce que c'était que ces gens-là. Moi, j'étais ouvrier, j'étais marxiste, quoi, naturellement. Donc tout ça, pour moi, c'est un pan de la culture qui m'est complètement étrangère. Et alors, je me pose la question, par rapport à Jésus, pour moi, Jésus, c'est le bug. C'est le bug dans la matrice, c'est-à-dire que j'ai regardé le film de Zeffirelli, et qu'est-ce que j'ai vu? C'est un type qui est entier. Il est resté entier. C'est tout ce que je peux dire de Jésus. Moi j'arrive carrément par la... vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, tout ça... Non, mais je crois... vous avez eu une formation marxiste et ça ne vous préparait pas à comprendre certaines choses. Marxiste, c'est même pas une formation, parce que j'en suis sorti dans les années 76 de cette histoire. Alors j'ai découvert, ça a commencé avec Guy Debord, la Société du spectacle, et puis après je suis allé... Et Günther Anders, parce qu'en fait, Günther Anders, Debord, il a pompé dans le bouquin de l'obsolescence de l'homme d'Anders. Tout à fait. Et il parle, en fait, là-dedans, Anders est plus clair. Lui, il parle du pouvoir de l'image. Tout simplement. Image, imago, l'enfer. Et l'enfer, là, on y est. Parce qu'en fait, à quoi on assiste là? Le monde est en train de se séparer en deux. On a la rigueur à l'Est, parce qu'eux, ils ont eu la vérole marxiste
plein la gueule. Et après, ils ont eu l'ultralibéralisme, et tout d'un coup, il y a Poutine qui émerge là. Là, il était dans le renseignement, lui, donc il est renseigné. Et à gauche, chez nous, on est dans une pétaudière de fantaisie. Non, mais votre témoignage est intéressant. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul, parce que le nombre de gens de gauche et d'ultra-gauche qui prennent contact avec moi, c'est assez démonstratif. Fatalement. C'est assez démonstratif. Ben oui. Et il y a deux choses qui les rapprochent de ce que je défends. C'est la démarche sociale du nationalisme tel que je le décris. Ça, c'est la première chose qui les accroche. C'est le cadre. Et la dénonciation du mondialisme, de ce qu'il y a derrière, qui va à l'encontre de l'intérêt du peuple. Complètement. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas avec la droite libérale qu'on fera quelque chose, ou avec les bons bourgeois bien pensants ou pas bien pensants. C'est avec les gens du monde du travail qui comprendront qu'ils ont été les premières victimes de la Révolution. C'est pour ça que je remonte toujours à la Révolution. Je pourrais remonter encore plus loin, c'est évident. Mais la Révolution, c'est une rupture par rapport à une société qui n'était pas parfaite, mais qui tout de même était la plus viable. Et quand on a compris ça, il y a 50% du chemin qui a été fait. Et ça, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait de voir à quel point la façon que j'ai de présenter le nationalisme, et je ne l'ai pas inventé, ce sont des faits que je rappelle, je ne suis qu'un transmetteur, parle à l'esprit de gens qui viennent de gauche et de l'ultra-gauche. Mais absolument, parce que la nation a été totalement... Exactement. Mais je crois que attendez, c'est Jaurès qui disait que la nation était pas le dernier rempart de l'homme ou quelque chose, non, de l'ouvrier ou je sais pas, un truc dans ce genre-là. C'est nous. Je dirais pas qu'on nous rende Jaurès parce qu'il n'avait pas tout compris, loin de là. Mais quand on compare à nos socialistes d'aujourd'hui... Absolument. Monsieur ? Oui, à ce propos, j'aurais aimé savoir votre opinion sur Alain Soral. Alors, Alain Soral, pour moi, c'est une énigme, cet homme. Il y a des choses qui sont pas mal du tout, incontestablement. Il publie des livres très utiles. Mais Alain Soral est un être hybride. Il vient du spectacle. Il vient du spectacle, oui, d'ailleurs, sa sœur aussi, d'ailleurs. C'est un être hybride parce qu'il est hybride de gaullisme, il est hybride de marxisme, il est hybride de démocratie, un bon démocrate, mais il pète les plombs face aux problèmes juifs, notamment face aux problèmes juifs. Sioniste, il est plutôt. Hein ? Il est plutôt sioniste. Non, il est anti-sioniste. Américano-sioniste. Il est anti-américano-sioniste. Oui, absolument. On peut jouer sur les mots, mais enfin... Non, mais je peux vous dire, j'étais à une conférence là, en Belgique, à Moucron, là, et c'était intéressant parce que c'était au milieu de nulle part. Il y avait 400 personnes. Hein. C'était une très belle conférence. Non, mais c'est et en fait, il y avait une population là-dedans, justement musulmane, qui, en fait, commence à comprendre comment ils se sont fait niquer. Mais tout à fait. Mais tout à fait. De même, ils sont paralysés. Hein. De même que l'on a des gens de gauche et d'extrême gauche qui nous rejoignent, de même, il y a beaucoup de musulmans qui prennent contact avec nous. Parce que eux, bon, c'est pas tellement la définition du nationalisme social, etc., c'est le problème mondialiste, qu'ils comprennent. Et de ce qui a caché, plus ou moins et de moins en moins, derrière le mondialisme, derrière la main d'Israël. Alors, je voudrais vous poser, qu'est-ce que vous pensez de la dernière quenelle de Zemmour, là, qui s'est lancée dans... Ah ben, vous n'avez pas vu mon communiqué ? Non. Ah ben, regardez sur Internet. Ah bon. Vous tapez soit mon nom, soit Cercle Nationaliste Français. Je l'accuse d'être un agent sioniste, c'est tout. Oui, non, en fait, c'est un bon élève, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai lu son truc français, là, j'ai marqué 25 ans j'étais en Angleterre, j'ai manqué 25 ans de l'histoire française. Et il fait un très bon parallèle entre ce qui s'est passé entre l'art et l'actualité. Et c'est absolument juste. Seulement, je pense que là, il pète les plombs. Non, il pète pas les plombs, il est cohérent avec ce qu'il est.
Le On sait problème, pas. le problème, Il y a la notoriété là-dedans. le problème, alors bon, c'est opération commerciale de lancement pour son bouquin aussi, hein, pas oublier ça non plus. Mais il est cohérent avec ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire d'essence juive. Parce qu'en fait, quel est le problème pour les juifs aujourd'hui? En France en tout cas. Il est que les élites, l'intelligentsia juive, a poussé de toutes ses forces à la décolonisation et à l'immigration-invasion, jusqu'à aujourd'hui, et continue. Mais, et rappelez-vous un des textes de rabbin que j'ai cité à l'une de mes dernières conférences, le rabbin qui disait, oui, c'est très bien l'immigration, c'est ça qui va faire que l'Europe chrétienne va disparaître et donc l'arrivée du Messie est prochaine, mais est-ce que cela ne risque pas de nous retomber dessus? Et c'est pour ça que Zemmour souhaite un coup d'État militaire, éventuellement en ayant recours aux spécialistes israéliens, contre ces méchants musulmans, islamistes ou pas, c'est que justement, ils commencent à avoir peur. Donc ils veulent une chose et le contraire. Ils veulent nous détruire grâce à l'afflux de l'immigration. Ah oui, mais si ça nous retombe sur la gueule, on n'aime pas ça. Et c'est toute la démarche ambiguë de Zemmour. Oui, mais aussi les Juifs ont toujours sacrifié les leurs. Ah, je suis bien d'accord avec vous, puisque justement, Ils n'hésitent pas. exactement, c'est ce que je plaide au sujet de la Shoah, c'est que les grands juifs ont sacrifié les petits juifs. Ils avaient besoin de ça, avec toutes les variantes que l'on peut faire sur la réalité de la Shoah. Ils avaient besoin du martyre des petits juifs pour que eux puissent en profiter. Oui. Je voudrais dire à propos du rôle de l'Église catholique, l'utopie. Il faut remonter, c'est ce que j'avais expliqué à la télévision iranienne, à 1516, le livre de Thomas More qui s'appelle Utopie. Ah oui, et dans Thomas lequel More, il parle de l'appropriation collective des moyens de production, qui est très marxiste. Or, il fait partie de la République des lettres avec Erasme. Tout à fait. Et il faut supprimer les nations. Bon, or, Thomas More a réussi ce tour de force d'avoir un monument en Union soviétique, je ne sais pas s'il y est toujours, et d'être canonisé par l'Église catholique et décapité par le roi d'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il s'opposait au protestantisme, parce que le protestantisme détruisait la structure catholique à travers laquelle il voyait l'embryon d'un gouvernement mondial. Or, n'oubliez pas que quelques dizaines d'années, enfin au siècle précédent, le manifeste cabochien a été rédigé par Pierre Cochon. Et vous savez que ce cabochien, c'était l'instauration du règne des commerçants. Or, l'Église catholique, pendant la guerre de 100 ans, a pris le parti de l'Angleterre. Le procès de Jeanne d'Arc, elle a liquidé Jeanne d'Arc. Or, plus près de nous, elle l'a canonisée en 1920 et quelques, avec des bagouilles, enfin bref, passons. D'ailleurs, moi je ne dis jamais Sainte Jeanne d'Arc, je dis toujours Jeanne d'Arc. Bien. Et au XXe siècle, vous noterez qu'en 1946, l'Église catholique n'a pas soutenu la monarchie italienne. Ah, pas du tout. Et pendant la guerre d'Espagne, lors du soulèvement du 18 juillet 1936, si le bas clergé a acclamé les troupes nationalistes, et on le comprend, eh bien l'épiscopat a attendu le jour du Cornilio, 1er octobre, quand la bataille, ils ont attendu un certain temps, et encore, avant de soutenir du bout des lèvres le mouvement nationaliste. Ne parlons pas au moment de l'OAS, ils n'ont rien fait pour sauver Bastien Thierry, et que 2 mois après, ils se précipitaient au pied de Franco pour sauver un communiste. Voilà ce que... Alors maintenant, je termine, c'est que dans le plan qui risque de se retourner contre les Juifs, il y a une chose à laquelle ils n'ont pas pensé, et qui est terrifiante, c'est Internet. Et là... C'est Internet, comme vous connaissez ma formule. On les tient. Oui, c'est évident. Mais c'est évident, c'est pour ça qu'ils essayent par tous les moyens de pouvoir contrôler Internet. Je ne sais pas si techniquement ils peuvent y arriver, mais là, effectivement, ça c'est... Alors, je trouve que l'histoire d'Internet, de l'utilisation d'Internet, ça me fait penser au judo. Vous savez que j'ai souvent parlé de l'image du judo et des échecs, le jeu des échecs. C'est-à-dire retourner la force de l'ennemi contre lui-même. Oui. Eh bien, grâce à Internet, nous arrivons à retourner une création de l'ennemi contre lui. Et il n'aime pas ça. Voilà, récemment... Ah oui, bon, ça va. Je vois une main qui se lève là-haut. Attendez. Oui. Dans la logique d'appeler les gens
à ouvrir les yeux, il faut aussi comprendre dans quel contexte ils sont. Alors, moi, j'étais dans ce contexte-là, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi sans valeur, on va dire, un peu dans ce qui est payant, c'est-à-dire qu'on m'a arraché un petit peu les valeurs, la famille, etc. Et donc, je voyais ce qui se passait autour de moi comme étant quelque chose de normal. Et c'est une maladresse des médias qui m'a fait ouvrir les yeux. C'est le traitement médiatique de ce qui s'est passé avec Dieudonné. Avec Ah oui, Dieudonné. c'est l'effet Dieudonné. Oui, d'accord. Qui s'est attaqué au sionisme. Et à partir de là, j'ai un petit peu commencé à ouvrir les yeux. Comme pour d'autres, ça a pu être par exemple le traitement médiatique des manifs pour tous. Des manifs contre le mariage pour tous. Pardon. Et du coup, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur pas mal d'autres mensonges, donc ce qui était c'est-à-dire le politique, le médical et d'autres sujets qui au final m'a amené au mensonge de l'athéisme. Donc à partir de là, pour moi c'est l'islam. Je suis converti du coup à l'islam. Et là, j'ai eu un socle de valeurs qui m'a fait comprendre beaucoup plus facilement ce qui se passait autour de moi. Alors là, je me dis, comment faire pour faire comprendre aux gens dans quel mensonge ils sont. Et là, je me dis, peut-être utiliser les maladresses des outils comme Internet, par exemple, qu'on peut utiliser contre eux, ou alors les médias. Donc là, il faudrait peut-être se pencher sur ça, c'est-à-dire comment utiliser les médias et leurs maladresses. On ne peut pas les utiliser. On ne peut pas les utiliser. Ce que l'on peut, par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est apprendre autour de nous, aux gens, à douter de l'information. C'est le point de départ de tout. C'est-à-dire leur dire, ne croyez pas à ce qu'on vous raconte. On vous ment pour vous formater, pour induire votre perception et vous faire voter dans tel et tel sens. Donc, ça c'est le point de départ. Après, on peut expliquer le pourquoi du comment. Mais d'abord les faire douter. Alors attendez, il y a plusieurs bras qui se sont levés. Il y a d'abord monsieur dans le fond là. Oui, parce que tout à l'heure, vous n'avez pas pu terminer votre analyse sur Alain Soral, qui prône la droite des valeurs et la gauche du travail. Et vous étiez en train de dire ce que vous en pensiez, mais vous avez été interrompu. Je crois que j'ai dit le principal. Je trouve qu'il y a toute une partie de son travail qui est tout à fait utile, incontestablement. Ce que je regrette, c'est que sa ligne personnelle, politique, il n'y a pas de doctrine soralienne. Il y a des réactions soraliennes. C'est pas la même chose. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui fait un travail utile de dénonciation de la perversité du monde actuel, c'est incontestablement. Il réédite des bouquins très utiles. Donc je crois que je n'aurai rien à dire de plus à son sujet. Je regretterai simplement qu'il y a apparemment une certaine jalousie, puisque jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, il citait encore de temps en temps, d'ailleurs il s'est servi d'une de mes conférences, notamment au sujet du décret Crémieux, qui a fait quelques très bons effets dans les milieux musulmans. Ça leur a ouvert les yeux. Et depuis lors, plus rien. Il ne nous cite plus. C'est comme ça. Mais moi, je reconnais qu'il fait du travail utile, point. Oui, monsieur ? Oui, à propos de douter de l'information, oui. Que pensez-vous du journaliste belge Michel Collomb et sa société Investigation ? Ben là aussi, c'est un travail utile. C'est pas de lui qu'on parlait ce matin ? Non ? C'est pas le même, non ? Il y a différentes structures. Bon, il est évident que face au mensonge universel, il y a de plus en plus de gens qui réagissent. Mais le problème, c'est qu'ils réagissent avec leur formation préalable. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui ont été et qui sont toujours gaullistes. Et qui viennent vous dire ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas bien. Bon, mais je regrette beaucoup, il faudrait peut-être remonter aux causes. Alors, l'une des causes, c'est le gaullisme. Lisez, par exemple, plutôt visionnez sur Internet ma conférence sur De Gaulle. Ça a fait quelques ravages. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que si vous allez sur Facebook, vous trouvez l'annonce de ma conférence sur De Gaulle, et en dessous, il y a une déclaration de Florian Philippot. Or, Florian Philippot est gaulliste. Alors, je ne sais pas s'il a
quand il ouvre Facebook, s'il tombe sur ce... C'est pas moi qui ai fait le montage. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est comme ça. Il y a l'annonce de ma conférence sur De Gaulle, avec la conférence, et en dessous, il y a une déclaration de Philippot. Je ne sais plus quel sujet. Donc, ça ne manque pas de sel. Attendez, vous n'êtes pas le seul. Monsieur. Je voulais vous demander, M. Contrerbassac, est-ce que vous êtes au courant de l'affaire de l'église de Saumur? Alors, ça me dit quelque chose, mais rappelez-le-moi, parce qu'il y a tellement de choses que... Qui devaient réaliser des travaux dans une église à Saumur. Ils sont arrivés sur place, ils ont eu la surprise de voir des gens en uniforme partir en parade. Ah oui, cette histoire très bizarre. Ils ont essayé de faire les travaux, ils ont eu la surprise de trouver des drapeaux de Daesh et puis... Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Simplement, ce que je trouve curieux, c'est qu'il n'y a aucune explication dans la presse. C'est vraiment une affaire opaque. Et je ne veux pas en parler parce que je ne saurais pas quoi dire. Et je n'aime pas parler sur des choses sur lesquelles je ne peux pas me fonder. Et d'où vient l'information? Pardon? D'où vient l'information? Alors, bonne question, d'où vient l'information? Qui a lancé ça? Alors, est-ce vrai seulement? Est-ce vrai seulement? Oui, c'est repris par des régionaux. Moi. Enfin, bref. Bah écoutez, on se tient au courant. Oui, deux choses, un petit détail, ce n'est pas Goebbels qui aurait dit, si je sens pas plus la chambre en revers, c'est plutôt Rosenberg. Non, Goebbels. Goebbels. Bon, moi je peux Goebbels. Bon, mais ça, c'est pas le plus important. C'est le voyage du pape François, puisqu'il l'appelle comme ça, alors c'est François Ier, à Auschwitz. Vous noterez qu'il n'a pas fait de discours. Et j'ai l'impression qu'il a été influencé par l'épiscopat polonais, qui lui a dit de ne pas se compromettre dans cette affaire. C'est mon explication, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai rencontré des Polonais de Cracovie qui sont très au courant de l'affaire d'Auschwitz et qui disent il ne faut rien dire, ça attire les touristes et ça leur rapporte de l'argent. Bon, non, pas de Polonais. Alors, je suis persuadé que l'épiscopat polonais a dit à François Ier, il lui a dit pas un mot, ne vous compromettez pas dans cette affaire, parce que voici la vérité. Et peut-être que cet homme-là, qui vient d'Amérique latine, qui n'a pas eu les archives du Vatican, parce qu'il ne faut pas oublier que Benoît XVI avait dit dans 2 ans, j'ouvre les archives du Vatican de la Deuxième Guerre mondiale. 6 mois avant, on bloque les comptes et il est viré, enfin il s'en va. Ben évidemment, rappelez-vous mon éditorial dans la politique, ils l'ont eu. Puis il était allemand, on s'en méfiait. Non. Et c'est le pape actuel, si ça se trouve, il a découvert certaines choses. Bon, et que les voies du Seigneur sont impénétrables, comme on dit. Voilà, ça c'est une explication que je... Voilà. Oui, madame? Oui, vous? Je suis ravie d'être ici, de vous découvrir, d'avoir entendu tout ce que vous avez dit, parce que vraiment, il y a vraiment un sursaut des citoyens français pour espérer s'en sortir, parce que la situation est grave, très très grave même. Ça fait 1 an que je m'intéresse beaucoup à tout l'accès, l'accès de l'information via Internet. Et vraiment, j'ai ouvert mes yeux et heureusement, parce qu'à la télé, effectivement, c'est de la merde. Et sans être vulgaire, pardonnez-moi. C'est le cri du cœur, disons. Quand je vois Sarkozy passer à la télé, ça me dégoûte, j'ai envie de cracher dessus. Non mais c'est vrai, Vous pouvez pas lui envoyer un petit bâton de dynamite, hein? Comment? Ah bah écoutez, ça sera avec plaisir. D'ailleurs, je vais lui écrire une lettre, j'ai l'intention d'écrire des courriers pour insulter tout le monde. Ça sert à rien, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Pas plus que les manifestations. Excusez-moi, mais je suis révoltée, Je voudrais sortir dehors, crier, ma rage contre Non. ces gens qui sont Du calme. Vous ne pouvez convaincre les gens qu'en restant froide. Bien sûr. Des faits, la démonstration. Alors, toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut être... N'insultez jamais l'ennemi. Non. C'est mauvais, c'est contre-productif. Contre-productif, c'est pas comme ça. Vous ne pouvez convaincre ni l'ennemi, bien entendu, ni ceux que vous devez essayer de convaincre. Vous devez rester froide, méthodique, les faits, la logique, l'enchaînement des faits. C'est tout. Madame, vous venez d'où? Vous venez de quel horizon? Moi, je
suis française, d'origine algérienne, mais je suis une Parisienne qui a travaillé dans le milieu administratif, culturel, dans la communication. J'ai vécu aussi en Algérie, pour différentes raisons, parce que j'avais un projet. Mais voilà, j'ai découvert des choses aussi en Algérie, et puis j'ai vécu aussi des choses en France. Et voilà, c'est ça. Enfin, il y a plein de choses à raconter. L'horizon, il est large, hein, dans tout ça. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on a là, en quelques personnes qui venaient d'intervenir, 3 panoramas de personnes qui ne sont pas de formation chrétienne ni nationaliste, mais qui, devant les faits, rejoignent nos positions. C'est tout de même assez extraordinaire. Et vous avez découvert mes travaux comment ? En cherchant sur Internet. Ça, Internet. Voilà, Internet. Non, mais j'apprécie beaucoup Soral, Dieudonné, enfin, il y a des tas de Colomb, enfin, il y a des tas de gens. Mais ça, il faut faire attention parce qu'on nous bombarde d'informations. Voilà, on parle de Poutine, on parle de tas de gens qui essayent de faire en sorte que les gens voient ce qui se passe dans le monde à travers la politique, ou la dénonciation, la révélation de certaines choses. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, oui, j'apprécie effectivement Internet et tout ce que vous proposez. J'apprécie aussi l'UPR. Aïe. Non, mais peut-être pas, mais je veux dire, ce qui compte, c'est d'être informé et de prendre ce qui nous intéresse. L'imposture d'Elie Wiesel, faites ça, l'imposture d'Elie Wiesel sur Internet, Ah oui. vous allez voir. Voilà, il y a tellement d'informations, effectivement, sans prendre la parole, excusez-moi, trop longtemps. En même temps, pour moi, c'est une pédagogie de venir ici. En toute humilité, j'apprends des choses en venant vous voir. Et puis, on essaie de voir, de prendre des bonnes choses sur tout ce qu'on entend comme information à travers le média qu'est Internet, ce qui n'est pas évident. Mais il faut avoir le bon sens, je pense, le bon sens, la sincérité, puis de sentir la franchise, l'honnêteté de la personne. Et c'est ce que j'ai ressenti chez vous, en tout cas. Voilà. Merci. Et juste pour terminer, vous avez dit qu'il faut détruire toutes les institutions européennes, comme l'Union européenne et autres. Comment va-t-on faire ? Est-ce qu'il faut appeler l'armée française pour déloger le mec du gouvernement ? Attendez mon prochain livre. Attendez mon prochain livre. J'en ai terminé. Madame. Oui. J'ai deux questions. Qu'est-ce que vous pensez en fait de Adrien Abosi qui a le même avis que vous sur le... De quoi ? Adrien Abosi. Ah, Abosi. Il fait des choses pas mal, Adrien Abosi. Incontestablement, il fait des choses pas mal du tout. Et la deuxième question, c'est concernant votre livre sur l'armée. Est-ce que vous faites corps avec les analyses du colonel Régis Chaman ? De quoi ? Est-ce que vous approuvez les analyses du colonel Régis Chaman ? Régis, quoi ? Chaman. Ah oui, j'ai entendu parler. Attendez, rappelez-moi quelle était son analyse. J'ai vu passer ça, mais En fait, j'y suis plus. il est passé sur une chaîne alternative où il donnait un peu les raisons de la déliquescence de l'armée française. Oui, mais ça c'est une évidence. Les déliquescences de l'armée française, elles ne datent pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Écoutez, je ne vais pas parler sur ce qu'il a dit parce que je ne l'ai pas en tête, donc je m'abstiens toujours de parler de choses que je ne connais pas. Mais attendez, mon livre sur l'armée française, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une démission qui a été de génération en génération. Et en fait, je la mets brutalement devant ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on risque ? Autre question ? Oui ? Ah, alors monsieur. Oui, merci M. Concalassac pour cette conférence très intéressante tout d'abord. J'avais une question qui concerne une émission qui est passée, ou qui est en train de passer sur la chaîne Planète. Pourquoi nous déteste-t-il ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette émission. Pourquoi nous déteste-t-il les Noirs, les Maghrébins et les Juifs ? Pourquoi quoi ? Pourquoi nous déteste-t-il ? C'est une émission qui est en train de passer sur la chaîne Planète. Pourquoi les Noirs, les musulmans, etc. nous détestent-ils ? Pourquoi nous déteste-t-il ? Donc vous avez un Noir, un Maghrébin et un Juif qui interviewe... Alors, ils ne nous détestent pas pour les mêmes raisons.
Non, mais c'est nous qui les détestons. Ah, c'est nous qui les détestons. C'est la planète. C'est nous qui les détestons. Bon, alors. Oui, et là, incontestablement, je ne dirais pas qu'il y a un problème, mais il y a un phénomène. Je pense qu'il y a un facteur raciste primaire. Il est certain que quand il y a trop de représentants d'une certaine race dans un pays, ça provoque une réaction. C'est pas nouveau, c'est de tout temps. C'est de tout temps, c'est une constatation, ça ne porte pas de jugement de valeur particulier, c'est un fait. Un pays peut intégrer un nombre plus ou moins restreint et progressif de populations, mais pas des populations déferlantes comme aujourd'hui. Ça provoque fatalement un réflexe de défense. C'est ce qui arrive en Allemagne. Cette chère Angela Merkel ouvre en grande les portes aux migrants, plus d'1 million, elle en reveut encore, et ça provoque l'émergence d'un mouvement, comment ça s'appelle d'ailleurs le dernier truc, Alternative for Deutschland, alternative pour l'Allemagne. Donc, c'est un fait, c'est comme ça. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Alors, moi j'essaye de démonter le processus, on n'a pas à être ennemis. Parce que nous sommes manipulés par le même ennemi. Et tant que toutes ces communautés, je ne parle pas de la juive, je parle de la noire, je parle des musulmans, tant que les noirs et les musulmans de France ne comprendront pas qu'ils sont utilisés contre nous au bénéfice du grand complot juif mondialiste, on n'en sortira pas. Et tout le monde en sera victime. Donc il ne faut pas rentrer dans ce schéma raciste primaire, il faut le dénoncer. Mais je comprends tout à fait, je vous remercie de votre réponse. Et justement, c'est une émission qui est faite pour... Ils sont allés interviewer Jérôme Bourbon et Henri de Lesquen. C'est une émission de propagande. C'est pas la question, c'était pas sur le... Oui, bah, écoutez, de toute façon, je ne sais pas si vous avez suivi l'évolution de mes réactions vis-à-vis de Jérôme Bourbon, j'ai coupé les ponts. Je ne veux plus en entendre parler. Parce qu'on ne peut pas se dire nationaliste comme il le dit, qui plus est, c'est des vacantistes. Inviter un gaulliste libéral et crypto-maçonnique comme Lesquen, un homme contre Le Pen qui a trahi, d'où mon livre Histoire d'une trahison, qui se dit seul représentant du gaullisme, seul héritier du gaullisme, devant un public d'invités, de lecteurs de Rivarol, qui sont majoritairement tous pétainistes, et qui l'ont applaudi. Est-ce que vous vous rendez compte de la connerie de ces milieux? Je m'excuse d'être vulgaire, mais c'est pas possible. Et alors, sans compter le petit Chéric Dolmeta, franc-maçon accessoirement, et accessoirement aussi homosexuel. Est-ce que ça colle avec un certain Jérôme Bourbon, c'est des vacantistes? Non, il y a un petit problème quand même. Donc pour moi, Rivarol, c'est terminé. Je crois que vous avez tort. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Vous pouvez toujours avoir des illusions, mais essayez d'expliquer ça à Bourbon. Oui. Oui, j'aurais une dernière question sur le volet économique. Oui. Pierre Jovanovic, Oui. qui explique le fonctionnement mondialiste des banques. Oui. Il n'a rien inventé. Vous êtes d'accord Oui. En gros, il n'a rien inventé, quoi. C'est tout. C'est la critique fondamentale du nationalisme. C'est ça, oui, monsieur? Vous pensez de Pierre Hillard, et lui, il n'emploie pas le mot juif, il parle de la synagogue et de l'église. Voilà, que c'est cette... Alors, le problème de Hillard, il y a incontestablement des choses utiles, quand il dénonce le mondialisme lui aussi, et une chose qui m'a frappé tout de même depuis un certain temps, et que j'ai dénoncé, c'est sa propension à traiter Poutine de mondialiste. Alors là, on ne s'entend pas du tout. Parce que c'est... Alors, comment peut-on traiter Poutine qui se bat contre les États-Unis, l'Amérique sioniste, de mondialiste, alors que les Américains sont le vecteur de ce mondialisme juif? Ça ne colle pas. Il y a un problème. Et pourquoi s'entête-t-il jusqu'à traiter Poutine de juif, soi-disant parce que sa mère l'aurait été? Le seul ennui, c'est que quand il donne le nom de sa mère, il change les
les lettres. De CH, ça devient SH. Ça fait shalom ou presque. Il y a un petit problème intellectuel, là, d'honnêteté intellectuelle. Mais j'en ai parlé dans la politique. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez suivre l'actualité et ne pas être biaisé par des informations, je vous garantis que la politique, c'est comme mes conférences. C'est au bistouri ou à la hache, comme vous voulez, mais c'est documenté. Ça fait plaisir ou ça ne fait pas plaisir. C'est comme ça. Et je donne toujours mes références. Et c'est pour ça que, historiquement, les Beketch, les Lesquin, les Hernan Benoît, etc., ont toujours, les Hillard, ont toujours refusé de débattre avec moi. Pourquoi ? Autre question ? Oui ? Et notre ami Boris Lelay, toujours Notre ami, entre guillemets. Oui, on va dire. Ben, c'est l'exemple même de quelqu'un qui a évolué, et pas dans le bon sens. Et pas dans le bon sens. Il est passé d'une critique qui était tout à fait raisonnable contre le mondialisme à l'attitude raciste primaire de l'anti-islam, sans remonter aux causes, bien entendu, parce que je regrette beaucoup l'islam, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, d'accord, mais qui en est responsable? Ils sont pas venus à la nage, que je sache. Hein? C'est quoi? Ben, c'est De Gaulle avec la décolonisation pour commencer, c'est Giscard et Chirac avec le regroupement familial, jusqu'au petit Sarkozy, la préférence étrangère avec la discrimination positive, etc., et puis toutes les pompes aspirantes économiques qui sont faites pour qu'ils viennent de plus en plus, dont les Français nécessiteux ne bénéficient même pas. Et puis bien entendu, avec les Valls et Hollande, ça n'a fait qu'en s'embellir. Hein? Les Chinois aussi en ont bénéficié, mais ils ne nous posent pas de problème. Mais exactement. Alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Bien que les Chinois, on verra ça dans le temps, en fonction de leur nombre. Ça pourrait bien être une cinquième colonne. Commencez à lire le Coran. Oui, il y a un changement là dernièrement, c'est le nouveau secrétaire général de l'ONU. Un petit Portugais, certainement franc-maçon. Voilà, alors il a été, je sais pas où j'ai lu ça, très catholique, ils ont dit. Mais oh, ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire, justement, mais je pense que c'est faux, parce qu'il était Premier ministre socialiste du Portugal. Bah, évidemment. Et alors, ce qu'il y a, c'est il semble élu par tout le monde. Au début, il y a une petite opposition de Poutine, enfin, à chaque fois des Chinois qui ont proposé une Bulgare, et finalement, ils se sont ralliés à cette candidature. Qui parle français. De toute façon, c'est un tel mastodonte, l'ONU, que là aussi, c'est une chose qui Et alors, vous savez ce qu'il était à l'ONU avant? Non. Il était, depuis 10 ans, le directeur de l'immigration. Au Portugal? Des flux d'immigration. Bah, évidemment, mais c'est pas par hasard qu'il a été choisi. C'est lui qui organisait les flux d'immigration, et c'est lui qui vient à la tête de l'ONU. Ouais, bah alors là, l'attitude sur les Chinois et les Russes, j'avoue que je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. Bah, puis, alors, méfiez-vous aussi. Ils sont très embêtés actuellement avec, au moment en Syrie, quoi. Et, je ne sais pas quel est le plus embêté actuellement. Bah, moi, j'ai l'impression que la diplomatie française, actuellement, elle joue le cocorico vis-à-vis des Américains, en disant, vous n'allez pas encore assez loin, allez plus loin. C'est un peu le rôle de la diplomatie française. Juppé est contre Bachar el-Assad, il a dit que c'est un criminel. Ah oui. Bah, bien entendu, c'est logique, voyons. Non, mais alors, ils vont plus loin que les Américains, on dit aux Américains, vous êtes trop mous. Vous êtes trop mous. Ouais, mais à mon avis, c'est aussi un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, bien sûr, c'est un jeu de rôle. Mais après, maintenant, Bon, alors je tenais à saluer, j'aurais dû le faire tout à fait au début, mais il se tient bien caché dans le fond, je tiens à saluer la présence de Monseigneur Williamson ici. D'autres questions ou on arrête là et on fait les signatures des livres, si vous le souhaitez. Oui, monsieur? Moi, je peux poser une question. Bonjour, monsieur Coquin. Oui, bon, il y en a deux en même temps.
Je vais vous tirer les oreilles, vous. Et ce ne sera pas pour des raisons racistes. Hein. C'est parce que vous étiez en retard. Je fais ce que je peux pour arriver. D'accord. Pour le moment, en sortant du travail, c'est très compliqué. Je suis debout depuis 3 heures du matin quand même. Bon, allez-y. Alors, vous avez vu qu'en ce moment, il y a une petite crise à Radio Courtoisie. Il y a de plus en plus de rapprochements avec Riposte Laïque. Est-ce que vous pouvez... Bah évidemment. Mais écoutez, Lesquin, vous avez mon livre sur Enquête sur la nouvelle droite et ses compagnons de route. Ben, Lesquin, c'est ça. C'est le pont entre le club de l'horloge et le Grèce d'Alain Benoît. Il n'y a rien de surprenant. Voilà. Alors, qui avait levé le bras aussi? Oui, monsieur. Oui, vous après. Que pensez-vous du Premier ministre israélien qui avoue publiquement qu'Hitler, en fait, il n'a jamais voulu exterminer les Juifs, et pour le fait qu'il projette ça sur la responsabilité sur le grand mufti? Bah, c'est-à-dire que sa position est à la fois vraie et fausse. Il est certain que Hitler ne voulait pas nécessairement exterminer les Juifs, à supposer qu'il ait voulu les exterminer. C'est encore à prouver. Vous savez très bien quelle est ma thèse là-dessus. Faites d'abord la reconstitution du crime, après on en reparlera. Donc, là, je ne me prononce pas. Par contre, l'obsession des Israéliens, c'est dénoncer les musulmans qui réagissent aux martyrs du peuple palestinien. Donc il a tout intérêt à porter la responsabilité sur le grand mufti de Jérusalem. À mon avis, c'est ça. Sa motivation, c'est ça. Oui, vous vouliez poser une question ? Oui, si je me permets, je ne voudrais pas parler au nom de Pierre Hillard, mais cette question qui vous taraude sur la position de Pierre Hillard vis-à-vis de Poutine, il donne une explication, je pense qu'il y a des gens ici qui pourront répondre comme moi. Pierre Hillard a une explication religieuse, il dit « la Russie doit se convertir à la fois… » Alors c'est la querelle entre orthodoxes et catholiques, mais il faudrait peut-être arrêter quand même. Un petit peu ça, voilà. Et je dirais, attention, dans la querelle entre catholiques et orthodoxes, qui a laissé tomber l'Église d'Orient? Ce sont les catholiques. Tout de même. Placer l'Église au milieu du village, si on peut dire. Et là, c'est stupide, c'est primaire. C'est primaire. Ce qu'il faut compter, c'est la globalité. Ce qui m'embête avec beaucoup de réactions dans le milieu, c'est que chacun regarde par le petit bout de la lorgnette, sa lorgnette, au lieu de voir la globalité de la situation. Et des alliances potentielles, logiques que l'on doit avoir. On a un ennemi, qui sera peut-être un ennemi momentané contre lequel on doit s'allier, et qu'une fois cet ennemi disparu, chacun reprendra ses billes. Mais c'est comme ça. L'histoire des alliances, c'est ça. C'est pour ça que ces espèces de mastodontes à la construction européenne, c'est une aberration de la nature. Les peuples ne s'unissent que sur des intérêts communs ou des ennemis communs. Tant que c'est commun, ça marche. Quand c'est plus commun, c'est le divorce. C'est un petit peu comme dans les couples. Bon, on arrête là ? Oui, le 14 juillet, c'est pas forcément l'anniversaire de la prise de la Bastille. La loi ne dit rien. Arrêtez, faites pas votre bel esprit, arrêtez. Ça peut être le 14 C'est ça, mais oui. Il y a une discussion. Mais oui, en fait, vous êtes un bon républicain, je vous répudie. Non, il dit rien là. Je sais pas ce qu'on fait. Bon, on arrête là ? Merci.